L'amour est que quelqu'un aime quelqu'un d'autre. L'amour est un bouquet de violettes. C'est quand tu tiens à quelqu'un. Quand on est amoureux de quelqu'un, on aime bien la personne qu'on aime et on l'aime bien. C'est une grande question. Bien sûr, chacun a sa propre définition de l'amour et ces définitions sont dépendantes de la relation dont on parle. Il y a quand même des caractéristiques communes. C'est qu'on ne va pas seulement avoir ce sentiment affectif d'amour, mais on va aussi avoir cette motivation de s'en occuper. On va vouloir assurer que l'autre personne va bien. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose qui joue un rôle très important si on pense à la relation entre parents et enfants. La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique de la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne. Bienvenue dans l'épisode 5. Vous venez d'entendre Antje Horsch, je suis psychologue clinicienne de formation, professeure associée à la Faculté de Biologie et Médecine de l'Université de Lausanne. Et donc, je suis à l'Institut universitaire de formation et recherche en soins, où j'ai aussi le poste de vice-directrice de recherche. Moi, c'est Nathalie Isors. En premier, j'aimerais vous parler de 2 théories qui sont très connues en fait dans la psychologie. Donc, la première, c'est la pyramide des besoins des humains, qui a été développée par un psychologue américain qui s'appelait Abraham Maslow. Il y a effectivement 5 besoins. On commence avec les besoins physiologiques, donc se nourrir, boire, dormir, etc. Le deuxième besoin, c'est des besoins de se sentir en sécurité. Et le troisième niveau, les besoins d'appartenance et d'amour. Donc avoir en lien avec d'autres personnes. Quatrième besoin d'estime, donc s'estime soi-même, mais aussi avoir le sentiment d'être estimé par les autres. Et finalement, le dernier besoin, c'est des besoins en lien avec l'accomplissement de soi. Et on voit bien qu'effectivement l'amour fait partie de ces besoins de base. Je peux dire qu'en psychologie, en général, on parle plutôt de liens, de relations, d'attachement. On utilise rarement en fait le mot amour en soi. Il y a une exception encore avec une autre théorie qui est aussi très connue, qui a été développée par Robert Sternberg. Il a développé ce qu'il appelle un triangle d'amour avec 3 dimensions dans l'expérience amoureuse. Donc la première dimension, c'est l'intimité, la deuxième, c'est l'engagement et la troisième, c'est la passion. Et si on combine en fait ces 3 différents éléments, on peut ensuite identifier différents types d'amour. Il y a l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un, il y a l'amour qu'on peut se porter à soi-même. L'amitié, l'amour du sport, l'amour du risque, évidemment. L'amour familial et puis l'amour amoureux, l'amour de couple. On peut parler de l'amour romantique entre 2 personnes. Ensuite, bien sûr, on a l'amour parental d'un parent à son enfant. On a aussi l'autre sens, donc l'amour de l'enfant à son parent. Ensuite, l'amour entre frères et sœurs, amour entre les membres d'une famille, l'amour entre des amis. Et même, bien sûr, aussi l'amour entre un humain et un animal, hein, comme les chats, les chiens, etc. J'ai écouté l'autre jour un podcast de la BBC. C'était au Corée du Sud où il y a vraiment beaucoup de personnes qui se promènent apparemment avec leur chat ou leur chien carrément dans une poussette ou quelque chose comme ça dans les rues et c'est ça leur enfant. Ah, je savais bien que mon chat allait pouvoir refaire son apparition. Mais j'ai pas encore passé le cap de la poussette, moi. Pour d'autres, c'est plutôt l'amour pour... Mon chien. Donc, il existe autant de formes d'amour que types de relations. D'un parent à un enfant, ce qui est transmis, c'est de l'affection, c'est de la tendresse. C'est juste prendre soin de ses enfants et puis leur faire savoir. Si on parle donc du lien entre parents et enfants, c'est vraiment un lien qui unit le parent et son enfant. Et comme j'ai dit avant, qui pousse le parent à prendre soin de son enfant et à répondre à ses besoins. Donc c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du ressenti uniquement. Est-ce que ça veut dire que l'amour parental est instinctif ?
Je pense pas qu'on peut dire ça comme ça. La chose intéressante aussi, c'est que ça se développe déjà en prénatal. Donc, pendant la grossesse, on parle de l'attachement prénatal qu'on a avec le fœtus, donc l'enfant qui n'est pas encore né. Moi, j'ai pas d'enfant et je suis pas enceinte, mais je sais depuis toujours que je vais l'aimer plus que tout. Mais dans la majorité des cas, les parents commencent à ressentir un lien fort avec leur bébé dans les 2 jours qui suivent la naissance. Quand elle est née. En résumé, cet amour peut apparaître avant ou après la naissance de l'enfant. Je me demande bien ce qui peut le déclencher. Il y a des signaux dans ce bébé qui font que ça déclenche des réactions d'instinct dans la plupart des personnes. Mais il y a aussi des réflexes qui sont innés avec des racines vraiment génétiques, notamment le visage de l'enfant. Donc on parle du baby face, donc les caractéristiques du visage de l'enfant font qu'on réagit d'une manière assez instinctivement et on trouve notre enfant absolument magnifique. D'ailleurs, on voit ça aussi dans des bébés animaux. Il y a les mêmes caractéristiques, comme des yeux très larges et un petit nez. Donc, on trouve ça chou, voilà, une réaction assez immédiate qui déclenche donc un réflexe protecteur. On veut protéger cet être qui est assez fragile. Mais aussi, bien sûr, le fait que le bébé va avoir des caractéristiques qui ressemblent aux nôtres. Comme mère, moi, je vais reconnaître certaines caractéristiques dans le visage de mon enfant. Ou, voilà. Ça va déclencher aussi ce lien d'amour. L'odeur de l'enfant joue un rôle aussi. Donc, multifactoriel, il y a beaucoup de déclencheurs qui vont jouer un rôle et qui vont pas seulement déclencher ces émotions, mais aussi des pensées positives par rapport à l'enfant. On va trouver super tout ce que l'enfant fait. Mais qu'est-ce que ces signaux provoquent exactement chez le parent ? C'est très complexe, je pense. Donc, il y a des déclencheurs hormonels. Notamment, on sait que l'hormone oxytocine joue un rôle très important. C'est une hormone du lien. Il y a de la recherche qui montre que si, par exemple, on produit oxytocine d'une manière artificielle, par exemple avec un spray nasal, ça peut en fait renforcer ce sentiment de lien avec l'autre. Aussitôt dit, aussitôt quoi ? L'oxytocine, c'est une molécule qui était connue pour stimuler l'allaitement, la lactation. Et pas seulement ça, pour stimuler d'autres muscles, ce sont des muscles lisses, dont l'utérus, pendant l'accouchement. Au niveau cérébral, l'oxytocine est importante dans certains centres qui créent l'attachement. Moi qui croyais que l'organe lié à l'amour était le cœur. Je t'aime comme le cœur. Le cerveau. Le cœur. Le cerveau, le cœur et le cul. Les mains et le cœur. Donc, mais bon, le cœur en premier. D'ailleurs, au départ, je me suis tournée vers un cardiologue. Autour d'un café, il m'a vite fait comprendre que le cœur n'était qu'un muscle qui pompe du sang. J'ai donc opté pour le cerveau, là où l'ocytocine est produite. Le complément d'information sur cette fameuse hormone de l'attachement a été apporté par Ron Stoop, professeur associé à la FBM et neurobiologiste au sein du Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV et de l'UNIL. L'amour, l'amour. Que tu m'aimes encore. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je vois La vie en rose. Mais tout n'est pas toujours rose. C'est pas naturel parce qu'il y a des parents qui veulent pas leurs enfants et derrière ça se ressent. Puis ça peut être aussi pas naturel parce que tu peux aimer un enfant qui n'est pas de toi. Ce que ressent un parent envers son bébé ou son enfant, c'est différent pour chacun, chacune. C'est vraiment très individuel. Et chez les autres animaux ? il y a des variations naturelles chez les rats de faire le nettoyage de la peau des petits et s'occuper des petits. Quand on regarde ça, il y a des mères qui s'occupent beaucoup de leurs petits. La recherche montre qu'environ 30% des mères et des pères décrivent qu'ils ont du mal à créer ce lien après la naissance de leur enfant. Et une étude montre même que juste après l'accouchement, 40% des mères se décrivent comme indifférentes envers leur bébé. Donc c'est vraiment quelque chose qui contraste beaucoup avec l'image qu'on a en général dans notre société par rapport à cette connexion immédiate avec l'enfant. Pour briser les tabous autour de la période périnatale,
Antje Horsch et son équipe ont justement mis sur pied l'exposition Bébé en tête. Dans l'exposition, on a en fait créé un espace qui est un petit peu dédié à cette thématique des interactions précoces avec l'enfant. On a choisi d'installer un lit d'enfant géant et donc le public peut entrer dedans et se mettre dans la peau d'un bébé. Et il y a un écran avec des personnes qui se penchent justement sur ce berceau et qui communiquent ou pas avec l'enfant, qui font des grimaces ou qui sourient ou qui ignorent l'enfant. J'ai fait moi-même l'expérience d'y prendre place lors de ma visite de l'exposition. Et je peux vous dire que ça faisait peur, toutes ces grosses têtes penchées sur moi. Le pire, c'était les parents qui regardaient leur téléphone sans même prêter attention à moi. Enfin, à moi dans la peau d'un bébé. Mais alors, qu'est-ce qui peut entraver l'apparition de l'amour parental ? Pas facile comme question. Quand on ne peut pas partager autant de temps avec son enfant. En Suisse, en ce moment, le congé paternel est court. Et donc, évidemment, le coparent a moins de temps à passer avec son nouveau-né. Et donc, on pourrait dire que probablement, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps de créer ce lien avec l'enfant parce qu'il y a moins d'occasions de passer du temps ensemble en comparaison avec la mère qui est en congé. À part de ça, il n'y a pas de distinction en soi par rapport à l'amour maternel et l'amour paternel. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer un rôle par rapport à cette naissance du lien avec l'enfant. Donc, dans mon groupe de recherche, on s'intéresse beaucoup pour les vécus de l'accouchement. Les parents qui ont vécu l'accouchement comme étant traumatique ont beaucoup plus de peine à développer ce lien avec l'enfant. Il y a aussi d'autres circonstances de naissance de l'enfant, par exemple des naissances très prématurées. Il y a aussi des études qui montrent que le vécu des parents peut être assez compliqué, de se retrouver avec l'enfant dans un environnement très technique, en urgence, l'enfant dans l'incubateur et beaucoup de soins techniques à faire et beaucoup moins de possibilités pour les parents de passer des moments intimes avec leur enfant. Et donc là, ça peut prendre aussi un petit peu plus de temps pour ce lien avec l'enfant de se construire. La chercheuse m'a aussi donné d'autres exemples qui peuvent bouleverser cet attachement, comme le deuil d'un enfant à venir ou déjà né, la dépression postpartum ou d'autres types de problèmes de santé mentale. Mais quelles peuvent être les conséquences d'un tel bouleversement ? Il y a des études qui montrent clairement que le lien, l'attachement parent-enfant est vraiment clé pour le développement de l'enfant. Et c'est vrai que s'il y a des difficultés avec ce lien, ça va avoir un impact négatif sur certains aspects de développement de l'enfant. On pense Ron Staup. Que ce premier contact est très important aussi pour le développement chez l'enfant de ce système de signalisation de l'oxytocine. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard. C'est pas grave de ne pas ressentir cette vague d'amour immédiatement, parce que dans la plupart des cas, ça va venir. C'est le lien avec l'enfant, c'est quelque chose qui se construit. Et j'ai vraiment appris à l'aimer au fur et à mesure qu'il grandissait. Un parent apprend à connaître son enfant. En général, on pourrait dire que c'est quand même quelque chose qui va se développer avec le temps. Et c'est vrai que le plus tôt on peut identifier des parents qui ont des difficultés psychologiques, le plus rapidement on peut en fait intervenir et renforcer ce lien parent-enfant. Et donc aussi remettre quelque part le développement de l'enfant sur la bonne route. Et donc l'identification précoce des difficultés avec le lien parent-enfant est très important. Et chez les enfants, comment l'amour pour leurs parents se déclenche-t-il ? Je t'aime de tout mon cœur. Mais si, maman, je t'aime trop. Est-ce que tu aimes ta maman ? Oui. Tu aimes papa aussi ? Oui. Je t'aime maman à l'infini. Des collègues aux États-Unis ils ont trouvé aussi que ces mêmes récepteurs d'oxytocine sont déjà chez la mère présents, mais aussi chez le petit. Alors possiblement que la stimulation des récepteurs chez les petits peut aussi produire un sentiment de bien-être. Pas avoir peur, parce que le petit est avec la mère. Ron Staup m'a d'ailleurs raconté la dernière découverte de son équipe à ce sujet. Un rat peureux est moins craintif en présence d'un rat non peureux. Cet apaisement persisterait même dans le temps, comme si l'animal avait gardé en mémoire le sentiment de sécurité.
Si on revient à cette pyramide de besoins, j'ai dit que la toute première base de cette pyramide de besoins, c'est des besoins physiologiques. Donc l'enfant a vraiment besoin de quelqu'un qui va l'allaiter ou donner à manger, qui va assurer que l'enfant va pas avoir froid, etc. La couvrir tous ses besoins de base. Et ensuite, ce besoin de sécurité, la personne qui va répondre à ces besoins va être aimée par l'enfant. C'est vraiment comme avec mon chat en fait. Il m'aime juste parce que je lui donne à manger. Ah, ça me fait penser. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi acheter l'amour des enfants ? Et ça tous les jours et toute l'année. Moi, je l'achète avec des bonbons. Ça s'entend, hein ? Mais attention, ça reste entre nous. Je ne sais pas si on peut acheter l'amour, mais c'est vrai que la personne qui va répondre à ses propres besoins va devenir la personne d'attachement, clairement. C'est comme ça que le lien se crée. Quand le bébé est très petit, c'est surtout les parents qui sont les personnes de première ligne pour ce lien d'attachement, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent en fait avoir un rôle très important pour l'enfant. Ça pourrait être d'autres membres de famille, par exemple un enseignant, une enseignante à l'école. Ça peut être un autre adulte important qui peut prendre ce rôle. Donc, ça veut dire, même si peut-être pour une raison ou une autre, on n'a pas un lien d'attachement sécure avec nos propres parents ou avec notre propre parent, c'est tout à fait possible de construire d'autres liens d'attachement avec d'autres adultes. Pour l'enfant, par exemple, d'avoir un animal à ses côtés, ça peut vraiment répondre aussi à un besoin de lien affectif. Et, donc, de toucher son chat, d'entendre ronronner son chat, c'est quelque chose de très rassurant. Il y a des recherches qui montrent que c'est très important pour l'enfant d'avoir vraiment ce contact peau à peau, très intime, tout de suite après la naissance. Alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment renforcer la construction du lien pour les deux, pour le parent et aussi pour l'enfant. Si on regarde chez les mammifères, quand le petit sort de l'utérus, il y a quand même encore beaucoup besoin d'être soigné et d'être protégé par les parents. Et ça s'exprime par le contact physique, hein. Ce qui est bien connu, si on remplace par exemple la mère, on a fait ça, des expériences en 1950 de Harlow, c'est un psychologue qui a montré que les macaques, si on les mettait dans une cage avec un squelette en métal, tout seul, son mère, si on mettait déjà la peau avec la fourrure autour de ce squelette, ça faisait toute la différence pour le petit de se sentir quelque part en attachement avec cette structure. Alors, ce contact est très important comme une première protection. La plupart a choisi de passer tout le temps avec ce modèle de maman singe, en négligeant en fait leurs besoins de se nourrir, etc. Ce peau à peau joue un rôle très important. S'il est si essentiel, l'amour parental survit-il à toutes les épreuves ? De la part de mes parents, l'amour, il est inconditionnel. Ça, je ne pourrais jamais ne plus l'aimer. Quoi qu'il pourrait faire un jour, l'amour, il resterait là. Et ça devrait être inconditionnel. L'amour qu'on porte à l'autre a aussi ses limites. J'aime mes enfants quand ils sont sages. C'est un peu... Idéalement, ce lien parent-enfant ou cet amour parental, elle est inconditionnelle. La plupart des parents diraient qu'ils vont toujours aimer leur enfant. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours cet amour vers leur enfant. Je pense que c'est tout à fait possible que peut-être au niveau affectif, ça pourrait changer à un moment donné. On est moins enchanté par notre enfant parce qu'on n'est pas d'accord avec son comportement, avec des décisions. Mais peut-être il y a aussi un élément qui est important dans ce sens des responsabilités, d'être responsable pour son enfant. On dit que le lien d'attachement qu'on crée avec notre enfant, il reste un petit peu stable. Et l'évidence montre que le type d'attachement qu'on a avec le fœtus, c'est clairement en fait corrélé avec le type d'attachement qu'on va avoir en postpartum, donc avec l'enfant qui est né et plus tard. Même si ça n'est pas très scientifique de quantifier l'amour, j'entends souvent des questionnements à ce sujet. Et j'ai bien envie d'entendre l'avis d'une experte. On a vu précédemment qu'il serait possible de ne pas assez aimer son enfant. Mais peut-on trop l'aimer ? Vaut mieux trop aimer que pas assez. Peut être, surprotecteur. Les rendre un peu trop dépendants de leurs parents. Là, j'étais vraiment son pilier, quoi. Quand on dit une mère poule, un papa poule... On ne peut pas trop aimer son enfant. À mon avis,
Par contre, d'aimer son enfant ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre des limites. C'est très important justement pour le sentiment de sécurité de l'enfant. Je suis mère moi-même, je me rends compte du fait qu'être parent, ça veut aussi dire on doit aussi pouvoir lâcher l'enfant dans le sens qu'on doit préparer l'enfant aussi à partir de la maison familiale, du contexte intime familial. On doit aussi préparer la place pour d'autres personnes, d'autres adultes importants dans la vie de l'enfant pour que l'enfant puisse profiter d'avoir d'autres relations d'attachement avec d'autres personnes. C'est très important. Ça fait partie d'être parent. Pour finir, écoutons les conseils donnés par Antje Horsch pour aimer du mieux que l'on peut son enfant. On fait des erreurs tout le temps, c'est normal. On ne peut pas donner des conseils comme ça, mais passer du temps avec l'enfant, regarder l'enfant, tenir l'enfant, toucher l'enfant. Tout ça, en général, va renforcer le sentiment du lien. Dans le travail psychothérapeutique avec les parents qui ont peut-être un peu la difficulté à justement sentir ce lien avec l'enfant, amener un soutien professionnel est vraiment important. Donc, c'est jamais trop tard. Ça rappelle que te amo. I need someone as bizarre as me. Le temps, c'est de l'amour. Bien sûr que j'y crois encore, bien sûr que l'amour est plus fort que la mort. La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique. Cet épisode a été réalisé par moi-même, Nathalie Isors, de l'unité de communication de la FBM. Avec le soutien éditorial de Laure Gabu, Clara Soucoupe et Mélanie Affentranger. Musique du générique par Attrick. Mixage par Olivier Lübkemann.